tout. Donc moi je suis Emmanuel Perret, je suis secrétaire général de l'UPP, responsable des partenariats, et ce soir avec Julien, on souhaitait vous proposer une conférence qu'on espère être un début de cycle sur l'argentique. Et pour cela, donc j'invite, attention, on le fait chaud à l'américaine, Maximilien de Nation Photo. Adrien de Péloche-Moi. Je vais vous présenter très rapidement après Philippe Bachelier. Oui, n'oublie pas que tu fais partie de la conférence. Et donc Julien. Dans un premier temps, vraiment très rapidement, petite présentation. Qui vous êtes, ce que vous faites. Ne résumez pas votre carrière, je dis pour certains. Non, je vais laisser. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julien Hay, je suis auteur-photographe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis administrateur au sein de l'UPP. Je gère la commission exposition, donc, qui gère la curation de la mission d'action culturelle de l'UPP. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel, ça fait un petit moment que ça poussait l'envie de faire une soirée thématique autour de la pratique argentique et pas que, de se poser des questions un petit peu autour de cette pratique-là. Et quoi de mieux que d'inviter évidemment Nation Photo qui est partenaire. Et donc voilà, l'idée pour moi ici, ce sera de partager une forme de mon expérience par rapport aux photographes professionnels qui réaliseraient des commandes en argentique. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des retours de votre part. Ça pourrait être interactif, on pourra s'en parler. Voilà, vous apporter moi mon point de vue à l'heure actuelle et puis de voir où est-ce que tout cela peut nous mener en compagnie de tout cet écosystème qui est quand même bien mis en place depuis un certain nombre d'années. Voilà. Bonjour, moi c'est Adrien de Péloche-Moi. Je suis une entreprise qui fait de la vente et de la réparation d'appareils photo argentiques. Comme vous le savez, le parc argentique, il est vieux, une quarantaine. Plus près ? Ah, ok. Comme vous le savez, le parc d'appareils photo argentiques, il est vieux. Il a au moins 40 ans et forcément, quand on veut s'en resservir aujourd'hui, au minimum, les mousses d'étanchéité sont non fonctionnelles. Ça fait que les photos sont voilées et ça donne un mauvais a priori dans la réutilisation de l'argentique aujourd'hui. Et donc, je suis là aussi pour sensibiliser un petit peu sur pourquoi l'entretien et aussi donc faire de la vente d'appareils photo révisés et garantis pour découvrir, redécouvrir l'argentique dans les meilleures conditions. Voilà. Et je remercie du coup pour l'invitation d'être ici, de pouvoir parler du coup sur ce qui est la partie un peu technique, utilisation de l'appareil photo en 2025. Voilà, merci. Merci Adrien. Donc, moi, j'ai donc fondé Nation Photo il y a un peu plus de 20 ans, donc à une époque où le numérique arrivait, sans a priori d'ailleurs entre numérique argentique. Pour moi, l'essentiel c'est la relation avec le photographe. Donc Nation Photo au départ c'était surtout une boutique, un laboratoire qui était destiné aux particuliers pour les photos de monsieur et madame tout le monde. Et puis avec le retour de l'argentique qu'on constate depuis quelques années, bon forcément il n'y a plus beaucoup de spécialistes, on va dire, de l'argentique, donc on accueille aussi avec grand plaisir des professionnels qui veulent refaire des travaux en argentique. Et voilà, on essaye de continuer à faire ce métier du mieux qu'on le peut avec les outils qui restent aujourd'hui. C'est pas évident. Et on essaye d'aller un petit peu plus loin puisque Nation Photo a incubé un projet de nouveau scanner de pellicule que vous voyez ici. Et il y a Daniel, donc un des ingénieurs du projet, qui est là ce soir. Et voilà. Donc, je pense que c'est une pratique qui reprend de la vigueur. Heureusement, il y a des gens comme Adrien qui entretiennent les appareils, parce que c'est tout un écosystème. Il y a les pellicules, la chimie, les appareils photo, les laboratoires. C'est assez complexe, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on s'en sort pas mal, parce que malgré toutes les difficultés qu'il y a eu avec le passage au numérique, mais aujourd'hui, on arrive quand même encore à travailler en argentique, je dirais, de façon assez sereine. Voilà. Je vais passer la main. Bavard. Bonjour, mon nom est Philippe Bachelier, je suis membre du conseil d'administration de l'UPP, ancien président.
Et pendant que vous parliez, je me disais, mais en fait, quand est-ce que j'ai fait ma première photo avec du film Et donc, je devais avoir 9 ans, donc ça devait être en 68, avec un appareil qui ressemblait à un Instamatic. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose, aux pieds aux cheveux les plus gris, ça dit quelque chose, un Instamatic. Et puis, par la suite, j'ai continué à faire des photos comme un amateur. Et puis, jusqu'au moment où, passionné de photographie, je suis devenu photographe professionnel. Et comme tout ce qui était un peu technique m'intéressait, donc en 1996, je publie un livre qui s'appelle Noir et Blanc, de la prise au tirage. Et là, en janvier, c'est la 5e édition qui est sortie. Donc, vous voyez, l'argentique continue d'exister. Et ça m'a permis de voir justement toute cette évolution. J'ai commencé mon métier où je faisais moi-même les tirages, j'apportais les tirages 18-24, 18-24, donc la taille 18-24, tiré à l'agrandisseur directement en rédaction, parce que ça m'amusait, plutôt que d'apporter les films dans un labo professionnel qui ensuite faisait les tirages pour des journaux, des magazines. Donc ça c'est pour le noir et blanc. Pour la couleur, je déposais mes films dans des labos professionnels. Et donc j'ai pu voir l'évolution de l'argentique. J'ai basculé en prise de vue numérique parce que mes clients demandaient du numérique à partir de 2003-2004. Et j'ai toujours continué le noir et blanc. C'était plus pour des travaux personnels que pour des commandes. Et parallèlement, j'étais amené aussi à écrire des articles pour le magazine Réponse Photo sur l'argentique, ensuite sur le numérique. Et je suis resté un peu sur les deux. Et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même ce regain d'intérêt qui fait qu'on peut continuer d'acheter des films. Dans le paysage de la fabrication des films, on doit être assez heureux par rapport au chamboulement complet qu'il y a pu y avoir dans l'industrie photographique. Et avec des nouvelles idées, du matériel, comme le matériel d'occasion qui persiste. Donc c'est très bien qu'on ait des réparateurs, des réparatrices pour faire fonctionner ces appareils-là. Et j'espère que dans le futur, ça va continuer. Alors là, ma question, puisqu'on est l'Union des photographes professionnels, ce qui m'intéresse par votre activité, donc Nation Photo, c'est en fait qui sont ces professionnels, souvent jeunes, qui vont faire des prises de vue avec du film dans le cadre de commandes ou de travaux qui seront amenés à être publiés, même si ce sont des projets personnels. Alors il y en a beaucoup, hein, ils sont nombreux. Je dirais que le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont une approche assez originale, en fait, où finalement le médium en lui-même participe de la philosophie on va dire de ce que véhicule l'image. Je sais pas, par exemple, si on parle de Théo Gosselin, ses photos, c'est des road trips aux États-Unis où on a l'impression d'être dans les années 60 ou 50. Et je pense que l'utilisation du film participe en fait de la philosophie de ce qui produit en fait comme image. Et alors je le cite comme exemple parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Après, je suis pas à leur place, hein, donc je peux faire que des spéculations ou en tout cas parler de ce dont je me suis entretenu avec eux, mais je crois qu'en fait, pour la plupart, il y a aussi l'idée de prendre le temps. Parce que moi, j'ai discuté avec pas mal de photographes qui travaillent en studio, et ils ont un peu cette sensation désagréable en fait d'être vraiment très pressés par les clients
qui des fois sont sur le plateau, regardent l'écran, jugent si ça c'est bien, c'est pas bien. Et ils ont l'impression un peu d'être des fois peut-être dépossédés un peu de la maîtrise du rythme de leur travail. Et je pense qu'avec l'argentique, c'est un peu ça qu'ils essayent de retrouver, de la maîtrise, un peu d'intimité peut-être. Je sais pas. Ça fait partie des explications possibles, hein. Je pense qu'il y en a plein d'autres. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une recherche de plaisir personnel à photographier et à prendre son temps. Alors, j'avais aussi une autre question parce que je sais pas, il y a 1 an ou 2, j'ai écrit un article pour Réponse Photo sur l'argentique et l'écologie et en discutant avec des labos, j'ai appris que beaucoup de photographes, notamment de jeunes photographes, plutôt apparemment amateurs, déposaient des films, faisaient des scans et ne venaient jamais récupérer les films. Et j'avoue que pour moi, c'est un crime. Voilà. Parce que la matrice, en fait, c'est le film. Et que j'ai eu des questions du genre, bah oui, bah, qu'est-ce que je... Alors, j'ai fait cette photo en argentique et je voudrais faire un grand tirage. Bon, j'ai le scan. Oui, d'accord, bon, et dans ton scan, on va regarder 1000 par 1500 pixels. Bon, t'as encore le négatif? Ah ben non, je ne fais pas de négatif. Voilà. Alors, si j'ai une première recommandation à vous faire, à celles et ceux qui ont pu oublier, quelle qu'en soit la raison, leur film au labo, comme à la fin le labo finit par les jeter parce que ça encombre, surtout, respecter l'objet et le film, vous pourrez le garder longtemps. Après tout, vous pourrez d'une part le garder longtemps, ça ne prend pas tant de place que ça. Et si vous avez besoin de revenir dessus, ça sera aussi une façon de revenir en même temps sur ce que vous avez fait. Oui, quand on dit revenir sur ce qu'on a fait avec un certain temps, parce qu'on voit les choses différemment, les plus grands photographes ont pu à un moment produire des choses pendant un moment où il y a eu un editing qui a été fait, donc le choix des photographies, et puis peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans après, au moment de revisiter ces archives, on peut être amené à faire un choix différent. Bon, je vais vous donner un exemple, je travaille régulièrement avec Sébastien Salgado, et il y a donc depuis quelques années, il revisite toutes ces archives, des choses pour lesquelles il y avait une sélection qui avait été faite, mais qui avait été faite dans les années 70, années 80, années 90. Et c'est comme ça qu'un jour, par exemple, il y a quelques années, sur des photos qu'il avait prises au Koweït, il avait fait l'editing donc au moment des prises de vue, donc c'était quoi, 92, quelque chose comme ça, 91, 92. Il y avait 200 planches contact, parce qu'il y avait 200 films, 200 planches contact, et il y avait l'editing de l'époque, et puis il était revenu, puis là, il m'a dit, tiens, tu ne pourrais pas me faire des 13-18 à l'agrandisseur, là, c'était pas une numérisation, à l'agrandisseur, parce que ça m'intéresse de revisiter. Bon, il y en avait 600 à faire. Mais c'est pour vous donner une idée comment on revient dessus. Et puis les négatifs, il suffit de les sortir des pochettes, et puis on met dans l'agrandisseur, et c'était comme si c'était hier. Voilà. Et puis s'il faut numériser, voire renumériser, parce que éventuellement la numérisation n'a pas été très bien faite, en fait, vous pouvez la faire. Alors du coup, puisqu'on parle de numérisation, c'est vrai que par rapport à l'éducation l'expérience que j'ai pu avoir, que certains d'entre vous ont pu avoir ici, c'est vrai qu'on passait par un tirage optique, c'est-à-dire que le film était projeté sur le papier comme un tirage, et donc il y a un rendu particulier quand on est en système optique pur par rapport au système de numérisation, même si par expérience je me suis rendu compte que
en fait, en reprenant des tirages couleurs, c'était pour la couleur, des tirages couleurs qui avaient été faits avec des tireuses qui étaient optiques à l'époque, et ben en numérisant, finalement j'avais quelque chose qui était très proche, quelque chose de très proche. Mais si vous avez la possibilité de faire des tirages à l'agrandisseur, ça vaut le coup, parce que ça vous montre aussi un autre univers. Là, c'est la relation directe entre deux surfaces sensibles, celle du film et le papier. Mais pour revenir ensuite à la numérisation, j'aimerais savoir ce qui vous a amené à donc, proposer cette Aura 35, dont la forme n'est pas sans me rappeler un peu un scanner que j'ai pu utiliser, qui était fabriqué par Kodak dans les années 90 et qui s'appelait le RFS 2035. Ouais. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole aux experts du scanner. Alors. Oui. Alors, je voulais juste vous remercier parce que c'est important aujourd'hui de le dire qu'il faut garder ces négatifs. Moi, j'essaye d'insister avec nos clients. Justement, on leur renvoie systématiquement des alertes en leur disant on a vos négatifs, il faut les récupérer, c'est important. Parce que moi aussi, ça me heurte beaucoup. J'ai grandi dans un monde analogique et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas garder ces négatifs, ça me semble complètement fou. Et d'autant plus que ça rejoint l'idée du scanner, hein, c'est que les scanners, aujourd'hui, c'est la méthode de travail qu'on a tous en laboratoire, puisqu'on ne fait plus de tirage optique sur de la couleur. S'il n'y a plus de machines qui sont capables de faire ça assez rapidement, on va dire, aujourd'hui, pour pouvoir le faire à une échelle, même si ce n'est pas industriel, mais en tout cas qui permettent de faire tenir un business. Donc on a tous des systèmes hybrides où on numérise le négatif, puis ensuite alors, soit on l'imprime en jet d'encre, soit on impressionne du papier photosensible avec des machines au laser. C'est un peu fou, mais ça nous permet quand même de travailler avec des volumes qui permettent d'en vivre, quoi. Parce que malgré tout, il y a toujours une équation un peu complexe entre prix, volume. Voilà. C'est sûr que si on veut que l'argentique ne soit pas un luxe réservé à des gens extrêmement fortunés, il faut quand même qu'il y ait du volume, parce que on ne peut pas tout ajuster, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien payer les gens qui travaillent, il faut payer les locaux, l'électricité, tout ça. Donc, à un moment, si on fait que 3 films dans la journée, ça va coûter très très cher. Donc oui, on est obligé de faire du volume et on fait ça avec des scanners. Le scanner, même si c'est des machines de très bonne qualité, c'est toujours une interprétation. Donc il y a des scanners qui vont avoir une interprétation plutôt comme ci, comme ça, plutôt contrastée, plutôt saturée. Et c'est vrai que ce que je trouve dommage dans le fait de ne pas garder le négatif, c'est de ne plus s'offrir la possibilité de revenir sur ce que le scanner a proposé. Et puis moi je suis un amoureux du tirage papier et j'encourage tout le monde à faire du tirage même en couleur à l'agrandisseur. C'est formidable, ça vraiment s'offrir la possibilité de travailler l'image, d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et puis c'est un grand plaisir de faire un tirage à l'agrandisseur. Quand on a fait ça une fois, en général, on a envie de recommencer. C'est assez addictif, je vous conseille. Après on dort plus beaucoup la nuit par contre. Et donc pourquoi le scanner? Parce que ce sont des machines qui ont été construites dans les débuts des années 2000 et bien comme on est passé au numérique, en tout cas le marché de masse est passé sur le numérique, tous ces industriels ont arrêté de construire ces machines-là. Et puis même si elles ont été bien construites, au bout de 20 ans, elles sont arrivées au bout de leur vie. Et moi, il y a 5-6 ans, je me suis rendu compte que toutes nos machines, elles allaient toutes tomber en panne les unes derrière les autres. Alors, j'ai appris à réparer pas mal de machines, j'ai mis les mains dedans, c'était pas simple, hein. C'est quand même des machines très complexes qui manipulent des concepts compliqués d'imagerie, d'électronique, d'informatique.
bon, j'en ai bien bavé. Et puis je me suis rendu compte que tous mes confrères partout dans le monde, ils avaient la même problématique que moi. Et j'ai commencé à contacter toutes les grandes marques, Kodak, Fuji. Je leur ai tous demandé s'ils allaient refabriquer des scanners. Ils m'ont tous dit oh non, nous, hors de question qu'on aille sur ce marché, c'est fini, on n'y retournera plus. Je dis, oui, mais vous vous rendez compte quand même, on va avoir un problème là. Et ils m'ont tous dit, oui, bon, ça ne nous intéresse plus. Donc j'étais un peu dépité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Avec Olivier, on discutait justement, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter tous les scanners possibles, imaginables, on va les mettre dans un box, et puis à chaque fois, on ira chercher une pièce quand on le voit. Ouais, mais ça a une limite quand même. On n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin de ça, ouais, c'est vrai. Et puis il se trouve qu'on on a été contacté par 3 jeunes clients qui étaient des clients réguliers de la boutique de Châtelet, qui nous ont dit oui, on veut faire un projet de fin d'études, on est en école d'électronique, on voudrait faire un scanner. Je dis très très bonne idée les amis. Et donc je leur ai ouvert la porte du laboratoire, ils ont ouvert toutes les machines, ils ont regardé comment c'était fait à l'intérieur, ils ont posé plein de questions. Et puis après, ils ont proposé une machine. Bon, alors c'était un projet de fin d'études, hein, Oui. c'était pas non plus un truc de niveau à pouvoir satisfaire un laboratoire. Mais j'étais vraiment très agréablement surpris par leur démarche, leur enthousiasme, leur passion aussi, parce que c'est tous les 3 des passionnés de photographie argentique. Et quand. Alors déjà, ils ont fait un super boulot. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont été récompensés pour ça dans leur école. Et puis quand le porteur de projet, Adrien, qui n'est pas là ce soir malheureusement, il est encore en train de travailler, toujours sur ce scanner. Et quand il m'a proposé de continuer à travailler dessus et d'essayer d'aller plus loin, je lui ai dit, bah, écoute, avec plaisir, allons-y. Projet fou, ok. Moi, si ça paraît impossible, justement, c'est là que ça commence à m'intéresser. Et ben voilà, 5 ans plus tard, il est là. Et franchement, je leur dis bravo parce que faire ça à 2, je mesure l'énormité, l'énorme travail qu'ils ont réalisé, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais lui passer la parole à Daniel qui écrit le logiciel. En 6 mois, il a fait des merveilles. Il dort pas beaucoup. Voilà, bravo à toi en tout cas. C'est adorable, merci Max. Du coup, pour ceux que je n'aurais pas forcément rencontrés, donc, je m'appelle Daniel Ika. Max m'a introduit succinctement au préalable. Donc, ça a été une jolie rencontre qu'on a faite avec Max. On s'est retrouvés autour d'un intérêt commun et un intérêt certain pour ce qui était un hobby, une passion, on l'appelle un peu comme on veut, et surtout une énorme frustration et in fine en fait une épée de Damoclès autour de cette pratique-là. Et donc ça a donné lieu du coup à ce projet un peu fou. Aujourd'hui, donc on a réussi à mettre en production et à vendre nos premières unités du coup en France et en Angleterre. On vient d'installer il y a pas 10 jours chez Take It Easy côté Lyon, si je ne dis pas de bêtises. On a des retours, les premiers retours qui sont un peu plus encourageants. C'est une première étape, une première satisfaction. Encore une fois, le chemin était long jusque-là et encore très très long. Il y a énormément de choses à faire. L'idée puisque au départ, on part d'un constat, d'une frustration. On part, alors potentiellement c'était peut-être pas l'idée la plus simple, mais bon, très souvent les ingénieurs ils ont ce défaut de foncer un peu tête baissée, de se dire allons-y, de toute façon il y a de la technique donc c'est cool. Donc on est passé du coup sur un scanner film 135, le but étant également de pouvoir gérer 90-95% de la demande et du volume qui représente justement ce goulot d'étranglement
dans les laboratoires photo. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que on est challengé sans arrêt, et les laboratoires photo sont challengés également sans arrêt, par l'ère dans laquelle cette pratique-là s'inscrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y parlait avec quelques-uns d'entre vous déjà, on a un marché qui est stable et qui est croissant, qui est observé par l'ensemble des laboratoires photo et même le monde de l'industrie de la photo argentique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une pratique qui est stable et croissante. En tout cas, même si le coefficient de la pente n'est pas forcément énorme, on est quand même sur quelque chose de croissant. Finalement, en fait, il y a un triptyque interdépendant entre les différentes parties prenantes. La matière première, ceux qui vont coucher le film, qui vont proposer donc, le fait de pouvoir shooter sur quelque chose, les appareils photo, et donc forcément merci Adrien de faire perdurer ça, et forcément derrière on est sur un support qui est photosensible, qui est analogique et qui demande un procédé chimique, etc. Et donc une expertise, alors forcément sur du noir et blanc, sur certaines pratiques, on est sur des process qui sont peut-être plus abordables tout seul, mais dans une grande majorité des cas, aujourd'hui, on vit dans une ère où on a peu de patience et potentiellement, même si on peut avoir cette relation à la photographie argentique, de prendre son temps, c'est un temps qu'on va prendre où on est dans une poupée russe et en fait c'est un monde qui va toujours de plus en plus vite et on va déposer ces films le lundi matin, on aimerait bien les avoir le lundi soir ou le mardi, quoi que ce soit, et forcément on n'est pas tout seul et on vit quand même dans cette ère qui est plus ou moins impatiente et derrière juste l'effort d'avoir fait cet effort de patience au niveau de la prise de la vue, derrière ça suffit pas et il y a toujours cette volonté d'aller toujours un peu plus vite, etc. Donc l'idée en fait aujourd'hui autour d'Auralab, donc Auralab oui c'est répondre à un premier besoin, une première frustration avec l'arrivée de ce scanner. Maintenant la vision, parce que la vision du coup s'est construite et a évolué, a maturé. La vision d'Auralab aujourd'hui c'est vraiment d'aller proposer au laboratoire argentique, donc à ce maillon de la chaîne qui est primordial en fait dans la pratique et l'industrie de la photo argentique, c'est justement en fait de permettre de les inscrire justement dans les besoins de l'attente des consommateurs lambda et professionnels, de réinventer également leur métier, puisqu'on parlait justement de cette frustration d'aller mettre les mains dans le cambouis, potentiellement aller chercher à faire de la mécanique, de l'électronique, presque brocanteur, chineur, d'aller chercher des pièces à droite à gauche. C'est pas forcément le cœur de métier de tout le monde, c'est pas forcément ce qui plaît. Quand on ouvre un laboratoire de photo argentique, c'est pour se concentrer dessus. Et encore une fois, le temps qui est investi pour ça, c'est du temps qu'on ne met pas justement au bénéfice de son utilisateur final et de son client. Donc forcément, ça engendre également beaucoup de frustration. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous ces besoins-là qui sont nés par la force des choses, par la force du marché, certes, mais également qui naissent parce que les choses se réinventent, les choses évoluent, et qu'aujourd'hui, la pratique de la photo argentique, elle s'inscrit également dans dans une ère qui est digitale, qui est digitalisée. Et aujourd'hui, l'expérience de la photo, du shoot à l'argentique, va également suivre potentiellement, dans certains cas, que ce soit amateur ou un peu plus professionnel ou totalement professionnel, vers de l'édition, de la post-production. Alors, on parlait de la post-production qui se faisait full optique et full analogique, et qui est encore un domaine énorme à explorer. Mais il y a également du coup la post-production numérique où on peut faire déjà énormément de choses à partir justement d'un scan, et encore une fois toujours de garder l'original, le brut, c'est la pellicule, et derrière on va pouvoir donner vie à beaucoup de choses et même différemment, et que ce soit sur de l'analogique ou du numérique.
effectivement. Donc nous, on va intervenir beaucoup plus sur l'aspect numérique. Et donc voilà. Je suis un peu éparpillé. Alors, merci. Alors, juste, je reprends pour essayer de passer un peu la parole à tout le monde. On a parlé de cette chaîne de valeur. Donc, bon, les pellicules, on n'a pas encore beaucoup parlé. On a parlé de la partie labo. Il y a effectivement avec quoi on prend les photos, les appareils. Donc, Adrien, je te repasse le micro. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu vois passer des appareils, tu en vends? Est-ce qu'il y a un risque plus ou moins court terme, qu'à un moment donné, on se retrouve aussi dans une situation coincée? Je l'espère pas, je ne le pense pas, mais toi, qu'est-ce que tu vois au quotidien par rapport à la vie de ce matériel? C'est une bonne question. Ce que je vois majoritairement, ce sont des appareils photo qui ont manqué d'entretien. En gros, ce sont des appareils photo, comme je disais tout à l'heure en introduction, qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années. Il y a rarement de la casse, à proprement parler, qui demande des changements de pièces. Ça va dépendre des générations et donc des époques de construction. Assez souvent, beaucoup d'appareils repartent quand on les démonte minutieusement, en suivant tout un processus fourni par le constructeur, et en allant nettoyer les graisses et en mettre des nouvelles. Assez souvent, avec quelques réglages, les appareils repartent comme à leur époque de construction. C'est assez impressionnant et on s'en rend pas beaucoup compte. Par contre, quand on commence à évoluer dans le temps, quand on commence à arriver dans les années 70, avec un appareil photo que vous connaissez peut-être, qui est le Canon AE1, pareil, qui a marqué beaucoup de générations. C'était un peu le premier appareil photo qui a instauré l'industrialisation dans la chaîne de processus. Parce qu'à l'époque, un appareil photo, ça coûtait très cher. C'est vraiment après que les coûts ont commencé à baisser. Et comme les coûts ont baissé, la méthode de fabrication, elle a aussi chuté. En termes de réparabilité, moi, en tant que réparateur, un appareil photo des années 90, je suis incapable de le réparer. Il a été construit sous une logique un petit peu de module. On peut démonter les modules plus ou moins facilement. Par contre, aller réparer ces modules, il n'y a pas grand-chose à faire. Si hier, il y avait des assemblages avec des vis, et on pouvait démonter ces modules pour pouvoir les réparer, aujourd'hui, ils sont par exemple rivetés. Rivetés, c'est utiliser une perceuse, etc. C'est pas du tout conçu pour être réparé. En fait, la philosophie a totalement changé. Donc, je suis confiant sur l'idée que ces appareils photo qui datent des années 60 jusqu'à début 70, dans 50 ans, ils sont encore là avec nous. Les appareils plus modernes, avec leurs méthodes de construction qui ont changé et aussi de philosophie de construction, je ne pense pas. Le plastique, plus le temps passe, plus il devient cassant. Ce qu'on peut observer, par exemple, c'est que dans les années 2000, un réparateur, si on lui présentait un appareil photo, il avait un certain type d'opération à faire pour faire l'entretien et ça suffisait. L'appareil était fiable pour aller faire un shoot photo. 20 ans plus tard, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les composants, les graisses, justement, elles ont vieilli encore différemment, encore plus de vieillissement, qui produisent des nouveaux problèmes. Et dans 20 ans, il y a pareil, des appareils photo qui aujourd'hui ne déclarent pas de problème. Il y a de très grandes chances que tout d'un coup, toute cette génération va commencer à devenir défectueuse. Et ce sont de nouveaux challenges pour les gens comme moi qui les réparent, à trouver des solutions pour les rendre de nouveau durables et qui puissent aussi être transmissibles. Une grande partie aussi du coup du métier, c'est ça, les rendre de nouveau transmissibles, les refiabiliser afin que vous, photographes, si jamais vous décidez de choisir l'argentique pour accompagner vos shoots photos, professionnels ou personnels, vous puissiez compter dessus. Et ça, c'est une grande partie du challenge avec justement les acteurs, savoir que si on réinvestit dans l'argentique, demain, il n'y a pas tout d'un coup une pénurie de pellicules. De nouveau, on n'a pas des problèmes avec les scans. Et je tiens d'ailleurs aussi à saluer le projet de scan qui est vraiment assez incroyable. C'est une très belle révolution sur le futur qui arrive sur l'argentique parce que c'est en effet un vrai goulot d'étranglement. C'est le bon terme. Et ça va pouvoir démocratiser à ce que des nouveaux laboratoires qui souhaitent se lancer ont de nouveau du matériel fiable pour, encore une fois, fiabiliser cette chaîne ensemble des différents acteurs. Voilà. Merci Adrien. Julien, on a parlé de faire des shoots amateurs ou professionnels. Toi, tu as la chance d'avoir pu proposer des shoots à des clients, donc avoir initié ou répondu à des commandes. Est-ce que ça a été fait partie de ta réflexion, de dire quel matériel je vais choisir pour faire de l'argentique? Est-ce qu'en termes de labo, ça va suivre? Ça fait partie de ta démarche ou non, c'était pas ça?
Pas tellement, mais bon, le photographe, il est à l'interface de tout ce qu'on raconte là, c'est-à-dire que le faiseur d'image, s'il est professionnel, il a besoin d'avoir du support, donc du matériel fiable, surtout quand on est professionnel, et de pouvoir avoir toute la chaîne de production qui suit. Et donc je suis hyper content en tant que professionnel de voir qu'il y a de l'argent qui est investi, du temps, qu'il y a des gens qui reviennent sur ça et qui permettent justement d'avoir tout ce support et donc de rendre encore plus professionnelle notre démarche, surtout dans la photographie argentique. Moi je voulais savoir un tout petit peu, alors tout le monde fait de la photographie argentique a priori ici, et qui parmi les professionnels intègre ou réintègre petit à petit de l'argentique dans leur commande professionnelle. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Personne. Si, il y a deux au fond de la dernier. En vrai, ça me pose plein de questions. On pourra en discuter après. Mais je me suis posé la question de me dire, l'input en premier, c'est la passion, c'est la volonté de manipuler du matériel argentique, des boîtiers, voilà, le rendu. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur le fait qu'on aime l'argentique et le rendu argentique et toute la culture qu'il y a autour. Et donc cette input, de cet amour pour l'argentique, on se pose tous forcément la question de savoir comment, en tant que professionnel, on peut le réintégrer dans une chaîne de production, et notamment de commande, parce que quand on est photographe professionnel, on fait du business. Et donc l'idée, c'était de me dire, peut-être maintenant, à présent, c'est un peu plus mûr, comment on fait et quelles questions on se pose. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, et j'échange avec beaucoup de photographes à ce sujet-là. On parlait beaucoup du temps, de la patience, etc. Et il me semblait, alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est bien de le refaire, je pense qu'il faut revaloriser ce temps qu'on prend, notamment que ce soit dans la prise de vue, dans l'explication d'un brief avec un client, pour valoriser ce travail, et puis poursuivre finalement cet enchaînement et cet écosystème, et le faire vivre, produire, acheter des films, acheter des appareils, faire de la révision, etc. Donc c'est vrai que là, c'est marrant, il y a des photographes professionnels qui me disent là, il y a d'avocats qui font de la commande. Je pense qu'il faut faire de la commande en photographie argentique. Alors, c'est pas un ordre évidemment, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est une valeur ajoutée. Là, je considère vraiment dans ma pratique actuelle que c'est moche à dire, c'est pas un outil, mais disons que c'est une compétence supplémentaire de photographe. Et évidemment, les gens se posaient pas du tout la question il y a 30, 40, 50 ans. Mon père était photographe et il m'a toujours dit pourquoi tu fais de l'argentique, c'est n'importe quoi. Et il dit mais non, parce que c'est différent maintenant, la pratique est un peu différente. On revient à l'opposé de ce qui se fait à l'heure actuelle sur le numérique, c'est qu'on reprend du temps. Donc ce temps-là, il faut le valoriser. Et moi, je considérais que dans notre business, il fallait pouvoir mettre un prix. Et alors là, il n'y a pas de gros mot, mais de pricer en fait cette compétence-là, et que ce soit un plus pour le photographe comme pour le client. En fait, c'est un peu l'idée. Et donc j'ai pas mal quand même réfléchi. On pourra en discuter après pendant l'apéro, parce qu'il y a un apéro après. Mais de savoir, en fait, comment on réintroduit tous ces facteurs qu'on a déjà en tête, la prise de vue, le temps, le process de travail, la relation avec le client, et comment on convainc finalement un client de nous faire confiance et de nous dire ok, on te suit, fais-le en argentique ce shooting-là. Donc évidemment, on ne va pas shooter tous azimuts et faire 40 films sur une prestation, une commande. Je pense qu'il faut effectivement bien réfléchir au brief. Est-ce que ça correspond? Est-ce que utiliser l'argentique à ce moment-là correspond? Est-ce que c'est faisable dans la temporalité de l'événement, sur la commande, sur le rendu, sur ce qu'on veut faire? Quelle confiance on a, etc. Mais je pense que dans notre réflexion, il faut vraiment que ce soit une valeur ajoutée et pas juste un simple plaisir, je dirais, de dire je fais de l'argentique, je peux faire de l'argentique. Non, ça doit rentrer, à mon sens, dans la photographie actuelle, ça doit re-rentrer dans une chaîne de valeur qui a un prix. Et donc de bien réfléchir à ça. Et donc évidemment, je pense que tous les photographes qu'on est là, on a beaucoup de travaux argentiques qu'on monte sur les réseaux, qu'on monte sur nos sites. Et est-ce que ce serait pas intéressant, c'est une question ouverte, est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, en fait, je fais de la photographie argentique, je sais en faire, je maîtrise ça, j'ai tout le support matériel, je sais qu'après j'ai des scans, je sais que je peux faire des tirages, etc. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de proposer davantage finalement cette compétence supplémentaire, ça reste de la photo, mais cette compétence supplémentaire dans la manière de concevoir des devis, de répondre à une commande dans nos process de travail. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Alors, c'est pas du tout l'intégralité de mon chiffre d'affaires, loin de là, mais j'essaie de les réintégrer au fur et à mesure, et je suis d'autant plus content et serein de me dire qu'après, j'ai un support qui me permet de gagner du temps, de pouvoir donner des deadlines, donc de pouvoir communiquer avec un client en lui expliquant ce que ça comporte. Finalement, il y a peu de risques en fait. Quand on est bon photographe, a priori, il n'y a pas trop de déchets. Que ça a un coût. Alors, en général, c'est le client qui prend le coût, donc tant mieux, mais vous pouvez
du coup, prendre de l'argent sur cette compétence-là. Et ça m'intéresse parce que l'argent reste quand même le nerf de la guerre pour nous tous, photographes professionnels, pour qu'on puisse réussir à en vivre. Et là, c'est quoi de mieux que d'allier la passion avec le fait de pouvoir en vivre. Donc voilà, c'est un peu toute cette réflexion-là que j'ai en ce moment. Et je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous et de partager aussi deux, trois éléments d'expérience. Parce que notamment, je ne vais pas en faire sur l'argentique, je vais en faire beaucoup sur du reportage, je vais en faire beaucoup sur du portrait, évidemment, sur la photographie dite où il y a besoin un peu d'une démarche artistique, tu disais, Théo Gosselin, mais ça permet surtout de créer un univers et une singularité. Et pour la marque, l'entreprise qui vous missionne, ça permet de faire un petit pas de côté, je pense, esthétique. Le risque est quand même assez modéré, mais ça peut être très intéressant aussi de le rendre comme ça, je trouve, pour les commanditaires. Voilà, c'est un peu le fruit actuellement de ma réflexion, et c'est très bien qu'il y ait le support à côté. Ça permet vraiment, je trouve, d'enfoncer cette porte-là et pérenniser toute cette industrie-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sur le fait qu'il faut le voir comme une compétence à part entière, donc la photo numérique. Je vais pas te faire un parallèle avec la peinture. Dans les années 1800, quand la photographie argentique est arrivée, il y a beaucoup de gens, leur souhait c'était de représenter la réalité. Quand la photo est arrivée, il n'y avait plus de raison d'aller s'embêter avec la technique et avec les coûts immenses qu'était la peinture. Parce que du coup, pour leurs critères, la photographie argentique, c'était mieux. La peinture, elle nous a survécu aujourd'hui. C'est une discipline de création artistique à part entière. Quand le numérique est arrivé, ça a mis sur le carreau l'argentique pendant un bon moment, pour les mêmes raisons. Parce que le numérique, c'est mieux, basé sur des critères, en fonction justement de ce qu'on attendait de la photographie. Et en fait, la photographie argentique, elle a pris le même chemin que la peinture. C'est un médium d'expression artistique à part entière. C'est comme si, du coup, vous, en tant que photographe, vous saviez faire, du coup, voilà, deux choses différentes. Parce que la technique en soi est la même. Réglage, vitesse d'obturation, sensibilité et le cadrage. Que ce soit argentique ou numérique, c'est la même technique, avec la différence de traitement. Chambre noire en argentique et ordinateur, Lightroom ou Capture One, c'est en numérique. Et donc, vous avez cette chance de pouvoir proposer à vos clients le charme de l'argentique, avec en plus tout ce que ça a émotionnellement pour beaucoup de gens. On peut partager ça, etc. Et ça a son rendu unique avec son grain, jouer avec les caractères de chaque pellicule. Et je pense que c'est vraiment une belle complémentarité. On ne peut pas dire mieux. Et justement, on parlait de compétences rapidement, parce que Philippe, tu enseignes aussi chez Speos, et je me demandais aujourd'hui dans les écoles, est-ce qu'on aborde l'argentique d'une manière particulière, ou est-ce qu'on enseigne la photo et il n'y a pas de spécificité argentique? Alors en fait, ça dépend des écoles et des programmes. La particularité pour ce qui concerne Speos, en fait, j'étais appelé à donner des cours, ça va être en 2007, et je prenais la suite de Georges Lefebvre. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Georges Lefebvre, en fait Georges Lefebvre était le responsable du labo noir et blanc chez Picto pendant des années. Il a été tireur de Cartier-Bresson, de Doisneau. Bon voilà, c'était un grand personnage, et puis quand il a pris sa retraite de Picto, il a pris en main le labo noir et blanc à Speos, où il y avait des cours. Et il se trouve qu'il y avait un programme en fait, qui était sur 32 semaines, un programme très intense, et c'est le moment où il y a le basculement numérique. Et en fait, j'ai décidé de supprimer les cours en argentique. Pourquoi? Parce que, comme c'était une formation professionnalisante, sur un programme de 32 semaines, il était impossible d'avoir suffisamment de maîtrise en argentique et en numérique, et que c'était envoyer les étudiants au casse-gueule quand ensuite il fallait travailler. Donc, là, il y a actuellement un programme sur où une troisième année a été rajoutée, où donc en fait de l'argentique est réintroduit. Donc en fait, dans l'enseignement, la difficulté, c'est parce que en fait, on gagne essentiellement sa vie, sauf quelques petites parts de marché, mais on gagne essentiellement sa vie avec une production numérique.
Il ne faut pas se voiler la face. En tant que photographe professionnel, en tout cas. Alors, il peut y avoir des grands noms qui continuent de travailler avec du film, mais ça reste quand même une niche. Donc, j'étais obligé de procéder de cette façon-là. Donc là, il y a une réintroduction d'argentique, mais qui vient après le numérique. S'il y avait le temps, dans un monde idéal, voilà, dans un monde idéal, ce serait en fait d'apprendre les deux en même temps, mais il faudrait avoir suffisamment d'heures pour acquérir suffisamment de connaissances dans les deux domaines. Parce que, mine de rien, même si, effectivement, il y a sur chaque appareil un diaphragme, une vitesse, une mise au point, il y a des spécificités qui font que, quand on veut être sûr que dans ce blind date qui est l'argentique, surtout qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque où on travaillait uniquement en argentique, c'est qu'on pouvait faire du studio, mais à une époque, on avait un truc qui s'appelait le Polaroid. Voilà, ça n'existe plus le Polaroid, donc on ne peut pas vérifier certaines choses sur un Polaroid. Par exemple, quand on travaillait notamment à la chambre en studio, on faisait des Polaroids de la taille donc si on travaillait en 4.5, on avait le Polaroid 4.5, mais on pouvait vérifier quand même pas mal de choses comme ça. Le seul petit ennui, c'est que parfois, justement, le client qui est à côté regarde le Polaroid et dit « Ah, tu ne pourrais pas faire comme ci ou comme ça ». Bon, la suppression du Polaroid évite, du coup, maintenant que le client jette un coup d'œil, on dit « Bah non, vous savez, c'est dans la boîte, c'est dans le film ». Donc en fait, ça nécessite, comme ça coûte cher, la production argentique coûtant cher, les prix ayant connu un renchérissement quand même important ces dernières années. Alors cela dit, je voudrais quand même bémoliser parce que si on replace le prix du film dans les années 70-80, en fait on se rend compte que par rapport à un SMIC, finalement le prix du film de l'époque n'est pas tellement loin du prix du film aujourd'hui. Je regardais par expérience un boîtier argentique. Le premier boîtier argentique que j'ai acheté, c'était en 77. C'était un Nikormat FT2, un Nikon, qu'on peut toujours trouver qui fonctionne très bien en occasion, ça fonctionne, une sorte de tank. Il coûtait 1800 francs. Bon, 1800 francs, c'est grosso modo aujourd'hui 1100-1150 euros, si on fait en francs constants. Donc, c'était un appareil d'entrée de gamme. Si on voulait un modèle un peu plus perfectionné, bon, il fallait taper 3000. Si on voulait acheter un Leica à l'époque, ça coûtait autour de 7-8 000 francs. Mais finalement, c'est le prix d'un Leica aujourd'hui. Vous payez un Leica aujourd'hui à 6 000 balles, le boîtier seul. Non, c'est bon, juste pour vous contextualiser le coût des appareils, c'est qu'en fait, ça correspond au prix que ça coûtait. Par rapport à la rémunération que vous voulez avoir. C'est que quand j'ai acheté en plus, même ce boîtier-là, le SMIC, il était à 1800 francs. Voilà. Bon. Donc, ça coûtait un SMIC. Voilà. Donc, vous voyez, un boîtier coûtait un SMIC. Donc, tout ça coûte de l'argent, encore aujourd'hui. Ça nécessite un minimum d'apprentissage, surtout qu'il y a cet effet, comme je disais, blind date, et qui nécessite un apprentissage et qui se fait assez sur le long terme. Donc, je ne connais pas les programmes des autres écoles, mais quand à Louis Lumière, ils peuvent faire de l'argentique, mais c'est parce que, ou à Arles, mais c'est parce qu'en fait, c'est un programme sur plusieurs années. Voilà, mais effectivement, moi, je me suis retrouvé coincé, enseigner quelque chose, faire acquérir un réel savoir numérique, et pour tout ce qui concerne le tirage, en fait, parce que j'enseigne essentiellement tout ce qui concerne le tirage à partir des fichiers numériques et la gestion des couleurs, et bien en fait là, je dis non, stop, on fonce dans le numérique et puis on verra après. Ok, merci. Donc ce que je retiens, c'est que c'est toi qui as arrêté l'enseignement du... Voilà. Merci. Après, on pourra passer peut-être à quelques questions en public. Moi, éventuellement, est-ce qu'il y a des choses à dire sur les pellicules, qui est un peu
Il y a eu un moment, ma vision, c'était qu'il y avait des références ces dernières années qui avaient tendance à disparaître. Alors moi aussi, je faisais du Polaroid, donc j'étais très déçu que Fuji arrête. Petit aparté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque à court terme qu'on ait de nouvelles pénuries, des choses comme ça? Alors, la bonne nouvelle, il faut les sacraliser, les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que, a priori, le regain d'intérêt qu'il y a eu pour l'argentique fait qu'aujourd'hui, Kodak, qui est le dernier à fabriquer du film couleur, semble en mesure de garantir qu'ils vont pouvoir continuer à en faire pendant encore pas mal d'années. En tout cas, ils se sont engagés à en faire tant qu'il y aura de la demande et que ce sera profitable. Voilà. Donc, Acheter des pellicules. voilà. Non mais ce qui n'était pas gagné quand même, parce que bon, la photographie pour un fabricant de pellicules, c'était pas grand-chose dans leur business. Faut pas oublier que Kodak, leur premier business, c'était de faire de la copie de film cinéma. Un film ciné, un blockbuster, c'est des milliers et des milliers de copies pour les cinémas, de plusieurs kilomètres de pellicules, et ça, depuis que les cinémas sont passés en numérique, c'est terminé. Donc, et une pellicule de 36 pouces, c'est 1,20 m de pellicule, quoi. Donc c'est pas grand-chose, il en faut beaucoup. Hein. Donc c'est vrai que quand les cinémas ont commencé à passer en numérique dans les années 2010, on a eu très très peur que ça disparaisse complètement. Et vu comment c'est compliqué à fabriquer, je pense que le jour où ils arrêtent, ce sera terminé. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais fabriquer de la pellicule couleur, c'est mettre entre 11 et 17 couches de chimie différentes sur 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est à peu près aussi compliqué que de fabriquer des microprocesseurs. Donc je pense que personne ne remettra des milliards pour faire des pellicules photos si Kodak arrête, quoi. Alors l'autre bonne nouvelle qu'on a eue l'année dernière, c'est que Harman, qui est la maison mère de Ilford, qui fabrique du noir et blanc depuis plus d'une centaine d'années, ils ont senti aussi qu'il y avait un danger et ils se sont mis à faire de la couleur. Donc, bon, ils tâtonnent, hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que des marques comme Kodak ou Fuji qui ont 50, 60 ans d'expérience, voire même plus dans la couleur. Mais en tout cas, ils ont investi pas mal d'argent et pas mal de moyens humains pour s'y mettre. Et c'est assez rassurant de se dire qu'il y a deux entreprises dans le monde qui sont prêtes à mouiller la chemise pour nous offrir le médium. Je pense que là, pour le moment, c'est plutôt en bonne voie. De dire qu'on va continuer à avoir nos pinceaux et nos tubes de couleur, quoi. Voilà. Maintenant, rien n'est jamais acquis définitivement. La preuve, je pense qu'en 99, quand les entreprises qui faisaient des pellicules gagnaient beaucoup d'argent, ils ne se doutaient pas que quelques années plus tard, ils ne seraient plus là. Voilà. Le monde change vite et tant que je pense qu'il y aura de l'intérêt pour l'argentique, on peut considérer qu'il y aura des consommables et puis des passionnés pour faire le job de développement, de réparation d'appareils photo. Voilà, donc pour l'instant en tout cas ça tient. Voilà. Et moi c'est quelque chose qui me surprend moi-même, parce qu'il y a 15 ans avec Olivier, quand Kodak avait eu des difficultés, on s'était dit ouais, bon bah c'était bien, on a passé un bon moment, mais peut-être que ça va s'arrêter bientôt. Et puis on est assez surpris d'être encore là à faire ce métier, on est très content. Mais c'est vrai que du coup on va de surprise en surprise, là sur des bonnes surprises, donc c'est bien, continuons comme ça. J'espère aussi que les bonnes expériences des professionnels qui arrivent à vivre de la photographie argentique peuvent vous inspirer. Peut-être c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pour toutes les commandes, parce qu'effectivement, je pense que peut-être l'argentique n'offre aucun plus sur certains types de travaux.
Mais par contre, pour la création, je pense qu'il y a un petit plus à aller chercher. Et puis, à l'ère où les machines se mettent à concevoir des choses à notre place, peut-être que justement, ce petit plus, c'est pas un gros plus, il faut voir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui crée des vidéos, des images, qui vient nous concurrencer sur ce domaine-là aussi. Je pense que peut-être que là, on a une différence à valoriser. À voir, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a des points qu'on aurait... on a pas mal balayé le truc. Alors, je me tourne vers vous. Vous avez été assidu. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents domaines hein, qui sont assez larges? Alors moi, j'ai forcément nécessaire. Oui, moi j'aurais une question. Alors là, on a eu tout à l'heure la démonstration de ce magnifique appareil qui sert à scanner les négatifs, hein, qui marche très bien. Mais est-ce qu'il existe aussi des innovations ayant travaillé dans un laboratoire, j'ai pu voir que les développeuses sont assez vieilles et apparemment la plupart utilisent des vieilles développeuses à négatif. Donc est-ce qu'il y a aussi de la recherche est-ce qu'il y a des recherches qui sont entreprises pour faire des nouvelles machines à développer de la pellicule de couleur? Alors, pas pour le moment. La chance qu'on a avec ces machines-là, c'est qu'elles sont très simples, très basiques. Donc, on va dire, c'est un peu comme les vieux appareils photo. Ils sont assez robustes. Donc, avec un petit peu d'entretien, du bon sens et quelques connaissances, on arrive à les faire durer quand même très très longtemps. Maintenant, pourquoi pas, si d'aventure dans les années qui viennent, il y avait un besoin de refaire d'autres machines, bien comme on est un peu fou et qu'on aime bien les défis impossibles, peut-être qu'on s'y mettra. Hein. Je n'interdis rien. Rien n'est fié. D'autres questions? Je suis sûr que ça a quand même stimulé votre demande. Non? Curiosité? Bonsoir. Dans le même domaine des bonnes nouvelles, est-ce que le papier argentique sera maintenu ou va disparaître au dépend du papier une fois que le film est scanné? Ouais, bah ça c'est une bonne question. Je veux dire qu'aujourd'hui, la plus grosse problématique, elle est au niveau de la régulation. C'est-à-dire que en fait, les gros faiseurs, hein, les grands labos qui produisent beaucoup d'images, donc les labos en ligne, les labos scolaires, ils sont incités par la réglementation à passer au numérique. Alors là, il y a un grand débat quand même, parce que justement, on parle la réglementation, elle vient appuyer la transition écologique. Maintenant, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser à ce sujet, parce que moi, travaillant dans ce domaine depuis un petit moment, j'ai quand même pu me rendre compte d'une chose, c'est que les déchets qu'on produit en labo argentique versus les déchets qu'on produit avec du tirage jet d'encre, par exemple, très sincèrement, je préfère travailler avec de l'argentique. Le jet d'encre, c'est vraiment dégueulasse. Et les gens qui recyclent les produits chimiques, quand ils vont dans des imprimeries et qu'ils ont à travailler avec des encres ou des vernis, ils le disent tous, hein, c'est pas terrible. Hein. Max, tu peux expliciter finement pourquoi? Alors, il y a une chose, c'est que l'argentique, bon, c'est de la chimie, hein, mais rien ne se perd, tout se transforme. L'argentique, c'est assez fabuleux, parce que l'argent qu'on met dans le film, on le récupère dans les chimies, et puis en l'électrolysant, on refait du métal argentique qu'on va réutiliser dans les pellicules, pareil dans le papier. Donc c'est sans fin, et quand on fait les choses bien, on
peut arriver quasiment à zéro déchet. Nous, par exemple, chez Nation Photo, c'est une philosophie, on est très concerné avec Olivier par l'écologie. On a zéro déchet, c'est-à-dire que toute notre chimie, elle est récupérée, électrolysée. Ensuite, l'eau qui est contenue dans les chimies, elle est évaporée. Et les résidus qui restent, ils sont revendus pour faire du bitume pour les autoroutes. Voilà. Donc, c'est pas mal. Par contre, voilà, quand on utilise des traceurs au jet d'encre, les encres, c'est des produits dégueulasses, avec des chromes hexavalents qui sont cancérigènes. Les cartouches d'encre, c'est du plastique, il y en a plein. Les imprimantes, elles ne sont pas faites pour durer longtemps. Hein, ces imprimantes, quand on a fait 2 ans avec, c'est poubelle. Voilà. Pour en acheter une autre. Donc, je ne suis pas très écolo, tout ça, quoi. Et pourtant, la réglementation voudrait qu'on aille tous vers ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, après, c'est de la politique, là. Mais, le même parallèle avec les voitures électriques, hein, c'est exactement pareil. Enfin, après, je sais pas. Voilà, c'est un paradoxe. Quoi. Moi, je connais pas le business des moteurs thermiques électriques, donc j'essaye de ne parler que de ce que je connais. Ouais, non, mais c'est un parallèle, quoi. Mais pour le coup, là, je comprends pas très bien la démarche parce que. Oui, il y a eu une époque forcément où les laboratoires ils ne devaient pas faire les choses correctement pour des soucis de rentabilité, acheter les effluents chimiques dans les égouts, des choses comme ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, même si on fait les choses très bien, c'est un métier dont on peut vivre, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas besoin de polluer pour ça, quoi. Donc, nous, on essaye de tout récupérer. Les appareils photo jetables, on essaye de les récupérer pour les recharger avec de la pellicule. Même les pellicules, les cartouches en métal, on essaye de les récupérer pour remettre du film à l'intérieur. Et je pense qu'avec un petit effort, on peut arriver à faire les choses de manière vertueuse. C'est pas compliqué. Il faut juste donner la peine de le faire, quoi. Mais je ne pense pas que l'argentique soit beaucoup plus polluant que le numérique. Voire, je voudrais bien voir le bilan parce que les appareils photo numériques, on en a acheté des millions et des millions et des millions, ils sont tous dans la poubelle au bout de quelques années. Ouais, le stockage des photos numériques, le cloud, je ne sais pas quel est le bilan écologique finalement du numérique, mais je ne pense pas qu'il soit si merveilleux que ça. Voilà, je pense que c'est un peu trop neuf pour qu'on puisse avoir un regard objectif dessus et je comprends très bien tout ce que ça a apporté, le numérique, mais je pense qu'il va nous falloir encore quelques années de recul pour vraiment pouvoir répondre à ce genre de questions sans dogmatisme. Ça va être un peu compliqué. Juste alors, pour rebondir sur la question sur les papiers, ce que tu dis, c'est que, a priori, la baisse de la production des papiers va être à un moment tel que ça sera... Ça risque d'être compliqué, ouais. Je pense que le papier couleur, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus que Fuji qui en fabrique. Et je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir continuer à le faire. J'espère le plus longtemps possible, mais on n'a aucune garantie. C'est vrai que si tous les gros laboratoires qui font l'essentiel du volume sont obligés de passer au numérique par la réglementation, à un moment ou à un autre, Fuji ne vont pas fabriquer du papier juste pour le plaisir. Hein. Je pense pas, hein, c'est pas le genre. Oui, pardon. Et est-ce qu'en noir et blanc pour le papier et pour le film, c'est la même logique ou est-ce que ça répond vraiment à un marché différent? Ou si le papier couleur s'arrête, le papier noir et blanc s'arrêtera? Non. Heureusement, ce sont deux logiques complètement différentes. C'est comme pour le film. Fabriquer du film noir et blanc et fabriquer du film couleur, c'est vraiment deux univers différents. C'est-à-dire que les moyens technologiques nécessaires pour fabriquer des choses en couleur, en argentique, sont absolument incroyables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des usines extrêmement pointues, précises. Alors pour faire du noir et blanc, c'est déjà moins difficile à mettre en œuvre. Et puis c'est un marché qui a déjà subi un gros
un gros coup quand de la couleur est arrivée, donc les volumes baisseront plus vraiment beaucoup plus. Par contre, la couleur, le jour où il n'y a plus de tirage, on va dire en industrie, ou sur le papier argentique, je vois pas trop d'avenir, quoi. Ça va être compliqué. Ça, c'est une vraie question. Hein. Une vraie question. Parce que le film couleur, aujourd'hui, on peut en avoir encore pendant longtemps. Du papier couleur, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Effectivement. Alors, je voulais en fait intervenir sur le noir et blanc. Pour ce qui est de la fabrication, effectivement, sur du film noir et blanc, par exemple chez Harman Ilford, on va disposer 3 ou 4 couches avec des machines. Si on fait une coupe transversale, imaginez que là, entre mes doigts, en fait, ça correspond à des fentes d'un bloc de métal par lequel va s'écouler chaque couche. Bon, il va y en avoir 3 ou 4 pour noir et blanc. Pour la couleur, ça va être au moins une douzaine. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, il faut avoir les machines pour ça. Et donc, c'est la construction de machines, et c'est hyper pointu. Après, pour le papier, se pose aussi la question, tout simplement, que en fait, on tire plus de photos. Je caricature un peu, hein, mais on tire plus de photos. Si vous comparez, par exemple, vous faites du film, la logique voudrait que vous fassiez des tirages. Bon, c'est ce qui maintenait la production auparavant. À partir du moment où on ne fait plus de tirage et que la production, il faut en fait produire des mètres carrés. Quand je dis c'est des milliers de mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a un train de production où il faut produire au moins 100 ou 200 mètres de papier, de 1m30 ou 1m40 de large. Et pour que la machine fonctionne correctement, il faut envoyer du papier. Si on ne consomme pas le papier, bah évidemment, l'entreprise n'a plus intérêt d'en fabriquer. Globalement, chez Ilford, il suffit de lire en fait, les rapports annuels qui sont disponibles en ligne, les rapports annuels d'Harman. Depuis autour de 2010-2011, il y a eu un regain dans les volumes de production parce qu'il y a eu de nouveau un intérêt sur le film. En revanche, pour le papier, c'est en légère baisse constante. Ça a un peu augmenté, mais c'est une baisse faible, constante. Bon, ça se maintient, mais ça n'a absolument pas le même engouement que le film. Et en fait, le papier noir et blanc, il faut dire qu'il est consommé, le gros client en fait, de Ilford Harman, c'est l'Amérique du Nord, qui a des écoles de photo et qui consomme. Donc en fait, c'est plus l'univers étudiant et scolaire qui consomme, enfin en tout cas c'est ce qu'a dit Harman, et les professionnels qui font des tirages de collections pour des expositions. Mais les volumes que les amateurs en fait achètent pour se faire plaisir, c'est pas ça qui tire la production. Donc, de toute façon, ce qui est important, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut trouver ça beau, mais si on n'en consomme pas, ben ça mourra. Alors, avant de conclure, éventuellement, le temps que vous réfléchissez peut-être à une dernière question, Max, vous avez, tu sais à peu près sur un film, enfin, par rapport au film déposé, combien de pellicules finissent en tirage entre guillemets, enfin, c'est quoi la proportion entre le... C'est assez faible, hein. On va dire que c'est 20%. Voilà. Il y a 80% des films qui ne sont pas tirés. Donc, bon, moi, personnellement, je trouve ça dommage. Après, nous, on est là pour effectuer un service, pour rendre un service, des fois pour donner des conseils. Voilà. Et eh bien, on ne se prive pas de donner le conseil de garder les négatifs et de tirer sur papier parce que c'est quand même très, très beau et c'est un peu la finalité de la chose. Maintenant, après, il faut se plier au désir des gens et on le fait bien volontiers. Voilà. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère un beau tirage papier. Voilà.
Et surtout, avec l'âge, quand on a la vue qui baisse, c'est quand même vachement plus sympa de regarder un tirage papier qu'un écran d'ordinateur. Et puis les gens parlent pas de la même manière. Les gens font moins une planche contact, même pas une planche contact. Voilà, ça, on l'offre systématiquement sur un petit tirage contact, mais c'est pas. Non. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve, mais après, c'est une autre façon de faire de l'argentique. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui choisissent d'imprimer juste une image, voilà, celle qui leur plaît. Mais je trouve ça très bien aussi. Après, j'espère que ça suffira pour qu'on puisse continuer à avoir du papier. Voilà. Ah, dernière enchère. Voilà, en espérant pas mettre le pied bon, là où il ne faut pas. Je voudrais revenir sur la numérisation. Quel argument a le scanner par rapport à la tentation du bande repro avec une optique macro et un éclairage qu'il faut, qui se vient aujourd'hui, enfin qui pointe aujourd'hui? Alors, je pourrais passer la question à Daniel, mais je crois qu'en fait, ça s'adresse à deux clientèles très différentes. C'est-à-dire que le bande repro aujourd'hui, ça peut être très qualitatif, ça peut être très productif aussi. On voit qu'il y a des gens qui travaillent très dur pour justement les rendre productifs. Après, je pense que ça peut être très productif et qualitatif dans le cadre d'une utilisation confidentielle. C'est-à-dire que un bande repro pour un professionnel qui a une quantité raisonnable de films à scanner, ça peut être très très bien. Ça peut lui donner un contrôle assez grand quand même sur la qualité de sa numérisation. Maintenant, après, je pense que pour quelqu'un qui a une passion pour la photographie mais qui n'en fait pas son métier, c'est des investissements quand même assez lourds pour au final, je sais pas, peut-être pas beaucoup de plaisir finalement, parce que c'est pas quand même non plus une activité extrêmement satisfaisante que de numériser du film. En tout cas, je trouve ça beaucoup moins agréable que de tirer à l'agrandisseur, où là, il y a une vraie rencontre entre ce qu'on a pris en photo et ce qu'on va réussir à obtenir sur le papier. Et la philosophie de ce scanner-là, c'est plus adresser des laboratoires qui ont des centaines et des centaines de films à traiter tous les jours, où là, il faut un flux de travail, comme on dit, qui soit cohérent et qui permette en fait de délivrer une bonne qualité, en tout cas quelque chose d'acceptable pour la plupart des gens qui vont pour les clients finaux, tout en offrant une cadence de numérisation qui soit compatible avec les volumes à traiter, quoi. Si je devais demain traiter 300 films ou 400 films dans la journée avec un bande repro, je pense que je rapprocherais les gants, vraiment. En fait, juste une petite question, qu'est-ce qui a été le plus dur à faire pour concevoir et fabriquer le scanner? Alors c'est compliqué de répondre parce que c'est pas forcément sur ma partie, parce que moi je suis plus sur le côté digital du produit. Ce qui a été très très long et même de manière générale en fait, quand on entreprend de sortir un nouveau produit, on va avoir du coup deux catégories de produits aujourd'hui, des produits physiques, électroniques, et les produits digitaux qui sont 100% soit un logiciel, soit un site internet ou autre, etc. Et le plus gros défi en fait de ce premier projet, de ce premier produit, c'est que c'est un double produit, à la fois hardware, donc à la fois physique, électronique, et du coup également avec un logiciel métier, à penser à tout un écosystème et derrière également une scalabilité, une offre de services, une panoplie de services derrière. Voilà, encore une fois aujourd'hui, on considère vulgairement que le scanner est un cheval de Troie dans l'industrie, dans cette industrie-là.
puisque derrière, en fait, le but étant de construire tout un écosystème. On prend pareil, hein, c'est encore pour prendre des exemples qui peuvent parler, mais on va prendre donc l'écosystème, par exemple d'Apple. Apple, bon, ils sont arrivés avec un téléphone, donc quelque chose d'hardware, bon, un système d'exploitation, iOS, et puis ensuite derrière, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est vraiment maîtriser tout cet écosystème. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est un parti pris, mais c'est aussi ça qui fait que ça marche. Et aujourd'hui, bon, là, on est encore sur deux choses un peu différentes, puisque Apple, on est dans un écosystème qui s'adresse aussi surtout à des clients final. Là, c'est aussi pour répondre à un besoin qu'ont les professionnels. Et donc aujourd'hui, pour mettre en place des services chez les laboratoires photo, etc., que ce soit de l'archivage, du stockage, de la mise à disposition, faciliter, également parler de normes et de ce qu'impose l'État. On vit dans un système centralisé où, ne serait-ce que tu vois, pour les histoires de caisses, où petit à petit la législation évolue et impose justement des contraintes qu'on ne maîtrise pas forcément parce que c'est pas notre domaine propre d'activité, d'expertise. Et le but en fait c'est de répondre spécifiquement, rapidement à ces besoins-là et par la même occasion du coup que ce soit pas un frein mais quelque chose, mais du coup un accélérateur. Et le fait de pouvoir proposer en fait un écosystème de services qui s'inscrit justement dans ces besoins précis est justement une grande force. Donc en fait le plus dur en fait c'est d'avoir cette dualité en fait de conception à la fois mécanique, électronique et puis du coup logiciel. Donc déjà de bosser à cheval sur deux produits. Puis en fait, quand on creuse, on voit que tout et n'importe quoi devient un produit à part entière. Et puis ensuite, forcément, on met à jour. En fait, on ne réinvente pas la roue. Hein. La roue, elle est ronde et puis on sait que ça roule depuis des années. Néanmoins, il y a des roues qui roulent peut-être un peu mieux en termes d'adhérence, en termes de plein de choses. Et donc la roue, en fait, elle existe depuis des millénaires. Néanmoins, l'adhérence à la neige, ça fait pas si longtemps qu'on sait la maîtriser. Et encore, je pense qu'il y a encore plein de progrès à faire. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, on a, entre guillemets, mis à jour et on s'est inspiré en fait de 20 ans d'évolution technologique entre la dernière conception de scanner qui a pu exister, être mise sur le marché, et aujourd'hui. Et ne serait-ce que ça, en fait, il y a plein de choses et de différents aspects et d'axes d'ingénierie qui ont été pris. Et le but et le plus dur challenge, en fait, ça a été de faire un melting pot de tout ça pour faire quelque chose de cohérent et qui répond du coup à une demande et essayer d'aller prendre des choses à droite à gauche et puis d'en faire quelque chose qui pallie au maximum de frustration. Je dirais que c'est un peu ça. Après, encore une fois, du challenge de partout. Et après, on fera peut-être une conférence spéciale numérisation pour approfondir le sujet. Merci beaucoup à tous pour